Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. J'accompagne depuis plusieurs années des cadres de maturité professionnelle intéressantes auxquels on explique de plus en plus qu'ils sont soit trop expérimentés, soit trop chers. La solution qui s'impose le plus souvent à eux consiste à faire soit des missions de transition, soit du temps partagé entre plusieurs clients, ceci de façon temporaire ou permanente. Et même si ces personnes semblent le vivre avec optimisme le plus souvent, du moins c'est ce qu'ils disent, il s'agit très souvent d'une forme de multi-activité qui est subie. Alors, comme je trouve ça un peu dommage, j'ai décidé aujourd'hui de consacrer l'intégralité de notre émission à une forme de multi-activité de plus en plus choisie, cette fois-ci par des trentenaires, pour peut-être nous montrer que ce n'est pas une question d'âge et c'est une question avant tout peut-être de volonté. Mon invité aujourd'hui est Alexandra Cochard, à qui j'ai demandé de partager son expérience professionnelle avec nous durant ces 30 minutes. Alexandra, bonjour. Bonjour Mireille. Vous avez aujourd'hui 29 ans et lorsque l'on regarde votre parcours, il semble embrasser des directions très différentes. Vous avez été ou vous êtes encore, selon le cas, avocate, journaliste, formatrice et depuis peu entrepreneuse. Votre CV présente en plus des mots absolument magiques qui sont innovation, économie sociale et solidaire et TEDx. Je souhaiterais pendant le temps que nous allons passer ensemble que vous nous expliquiez peut-être le fil rouge de vos différentes expériences et je souhaiterais ensuite que vous nous expliquiez dans une deuxième partie comment vous êtes devenue une de ces personnes que l'on appelle à activité multiple et qui sont aujourd'hui connues sous le nom de slasher. Alors en fait, donc effectivement, je suis avocate de formation. Donc j'ai fait 7 ans d'études de droit, des études qui m'ont clairement stimulée. Hein. J'étais une étudiante très heureuse. Mais en fin de compte, quand j'ai commencé l'activité, eh bien, je me suis rendu compte que je ne me projetais plus dans la profession. C'est-à-dire que le métier d'avocat est un métier... j'étais spécialisée en droit des affaires et en droit du travail. Ah oui, les deux en même temps, c'est deux secteurs très dynamiques. dynamiques. J'avais en plus pas fait les choses à moitié, j'avais 2 certificats de spécialité. Et en fait, la profession, ça implique une hyper spécialisation. Aucun travail d'équipe, c'est vraiment un parcours assez solitaire. Oui, j'accorde. Voilà. Et un milieu où, en fin de compte, il y a très peu de méthodes de management. C'est un peu un management du 18e siècle. Ce sont des activités libérales. Le management n'est pas forcément leur point fort. Exactement. Vraiment très hiérarchisé. Donc, en fin de compte, je me suis dit que cette profession n'était plus pour moi. Qu'est-ce qui vous avait poussé à faire ce type d'études au départ ? Et ben en fait, je faisais beaucoup de théâtre, j'en fais toujours d'ailleurs. Donc j'avais envie de plaider. Hein, à la base, c'était vraiment ça. Je suis quelqu'un d'assez engagé. J'ai des valeurs fortes, donc je me suis dit que j'allais pouvoir défendre la veuve et l'orphelin. Mais c'est très joli. Mais ça donne envie. Voilà, à la base, c'était ça. Et puis voilà, la notion de justice me parlait, m'évoquait beaucoup de choses. Et j'avais envie de faire mon métier. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que le droit pénal en tant que tel qui implique... Qui est celui où on plaide, voilà, le plus, ou le droit de la famille ne me convenait pas. J'avais vraiment envie aussi d'être en rapport avec l'entreprise. Et voilà. Et en fin de compte, je me suis retrouvée à rédiger des plans sauvegarde de l'emploi de 600 pages et de faire 5 plaidoiries par an. C'est moins sexy. Voilà, c'est moins sexy. Donc, combien de temps avez-vous mis pour réaliser que ce n'était pas ce que vous imaginiez que ça serait ? Ça a été rapide, hein, entre 1 an et 1 an et demi. D'accord. Et donc, en fait, ma transition, elle a commencé par un non.
dire non à ce que j'avais en fait envisagé pour les 40 ans à venir. Waouh. Voilà. Mais après, la profession et le métier d'avocat m'a clairement construite. J'en ressors plus que grandi. C'est simplement que je ne voyais plus mon avenir dans cette profession-là. Donc voilà, la première transition, c'était avocat, non. Voilà, ça a été un non. Et comment vous en avez pris conscience? Vous êtes levé un matin en disant ça n'est plus possible, ou ça a pris une forme un peu plus progressive? Ça a pris une forme progressive dans la prise de conscience. C'est-à-dire que plus j'enchaînais les stages et plus j'exerçais, plus je me rendais compte qu'en fait, le matin, c'était pas très facile de me lever. Il y avait plus de sens dans mon métier. Et puis, je me rendais compte que j'avais plus envie d'exploiter mes talents dans cette profession-là. Et qu'en fait, elle me permet. Exact, quel que soit le cabinet, parce que j'ai tout testé. D'accord. Petits cabinets, les gros cabinets d'affaires, en province, à Paris. Donc vous avez été au bout de l'exploration avant de dire non. Exactement, bien sûr. D'ailleurs, ça a été le cas tout le temps. Aucun coup de tête. Et vous êtes passé de l'avocature à l'édition. Alors je comprends le non à l'avocature, mais le oui à l'édition, ça peut paraître plus étonnant. Alors là, c'est pareil. J'ai aussi puisé dans l'expérience pour faire ce choix-là. L'expérience et le destin. En fait, le facteur chance est toujours très important dans les reconversions. Exactement. En fait, j'avais fait pendant l'école d'avocat un stage en journalisme, donc dans une entreprise, je peux la citer, qui s'appelle Décideur Magazine. Donc c'est un média pour chefs d'entreprise. Et donc ce stage s'était très bien passé, j'apprenais tous les jours, je rencontrais des chefs d'entreprise, des DRH de grands groupes, des personnes très inspirantes, où j'apprenais tous les jours et j'avais vraiment une soif d'apprendre. Et donc je pars, je commence à être avocate et puis je me rends compte que je me pose des questions et puis un jour je rencontre mon rédacteur en chef dans la rue et puis je lui fais part de mes doutes, on va prendre un café et il me dit il faut que tu reviennes chez nous. On va créer un poste pour toi et puis tu vas pouvoir écrire en ressources humaines sur tous les sujets humains et en innovation, parce qu'a priori, tu as envie de creuser ces deux sujets-là. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'ai été responsable éditoriale pendant 2 ans. C'était un super métier, très, très, très varié, parce qu'en fin de compte, en tant qu'avocate, j'avais appris aussi à rédiger. Avec rigueur, avec un plan, avec un style. Exactement, à synthétiser le propos, à faire passer un message, à interviewer un client. Bien sûr. Donc en fin de compte, les personnes que j'interviewais, l'idée c'était de bien comprendre quel message ils avaient envie de faire passer. Donc voilà, donc tous ces talents-là, je les ai mis et je les ai exploités dans ce nouveau métier qui était passionnant. Donc il y avait une vraie continuité dans le savoir-faire. En fait, Exactement. Vous avez utilisé les mêmes compétences pour être une bonne avocate et pour être une bonne journaliste. Complètement. Vraiment, il y avait une vraie continuité dans les compétences. Et vous vous êtes posé la question de savoir comment ça se passerait quand vous avez dit non à l'avocature? Vous avez une période de stress, une période de vide, une période d'interrogation profonde, ou ça a été quelque chose de facile et serein? Alors, ça n'a pas été facile quand on se pose ces questions-là et qu'on se rend compte que la vie qu'on avait un petit peu imaginée ne serait pas, ou idéalisée complètement, ne serait pas celle qu'on avait dessinée sur nos papiers à dessin. Ça pose des questions. Et parfois, c'est un peu violent, mais il faut aller un petit peu à l'intérieur et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et qu'est-ce qui résonne en moi pour faire ce type de choix-là. Alors parfois c'est super l'expérimentation, puis parfois c'est un peu plus compliqué. Je suis d'accord. Parce que c'est une question avec nous-mêmes, mais c'est une question aussi auquel il faut parler à son entourage, à la société, etc. Et c'est des questions qui ne sont pas toujours bien acceptées. Donc c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi un peu de violence qui nous fait grandir aussi clairement. Donc voilà. Vous avez fait une seconde transition qui vous a amené cette fois-ci de l'édition, dont on vient de parler, à l'économie sociale et solidaire. Alors, comment s'est-elle passée cette fois-ci? Qu'est-ce qui vous a fait bouger? Puisqu'a priori, d'après ce que vous décrivez de votre environnement éditorial, c'est quand même un environnement très nourrissant.
Alors, c'était clairement très nourrissant et je pourrais en plus encore faire ce métier-là de façon avec beaucoup de bonheur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'étais dans une entreprise, une PME, de 50 salariés quand je l'ai rejoint, qui en fait a grandi très vite. On est passé de 50 à 130, donc l'hypercroissance et... C'est toujours quelque chose de très compliqué à gérer. Vous parliez de management tout à l'heure, là on court après le management dans ces cas-là. Exactement. Et en fait, toutes les difficultés associées à l'hypercroissance se sont créées, c'est-à-dire cloisonnement entre les départements, manque de communication, classique, désengagement des gens et une innovation au sein de cette entreprise qui était plutôt réservée au top management et un PDG dont l'entreprise était visionnaire et dont l'entreprise était le bébé. Donc voilà. Et moi, parallèlement, en fait, par des rencontres, par des opportunités, je découvrais tout l'écosystème start-up, l'innovation, l'économie sociale et solidaire, etc. Mais vraiment dans les deux sont assez irrésistibles. Tout se passe là, on a l'impression de prendre de la vitamine en intraveineuse. Complètement, c'est beaucoup de peps. Exactement. Beaucoup de peps. Donc vous n'avez pas pu résister, là c'était par plaisir. Là c'était par plaisir, et puis j'étais curieuse, j'avais envie de connaître et aussi de me former, parce qu'en fait c'est une vraie richesse que de connaître cet écosystème-là aujourd'hui. Même si on ne travaille pas dedans, je suis complètement. Complètement. Parce c'est une nouvelle façon de penser. Complètement. Et puis il y a plein de méthodes, un regard différent qu'on peut mettre dans les entreprises. Plus traditionnel. Voilà. Et donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, il faut que tout le monde dans cette boîte puisse innover pour se réengager à l'intérieur et puis pour vraiment avoir conscience qu'on est tous là le matin à participer à un projet commun. Donc le projet est beau, il faut qu'il marche. Exactement, il faut qu'il marche ensemble. Donc, en fait, je propose au PDG de la boîte de créer un laboratoire d'innovation collaborative. Waouh, joli nom. Voilà, n'est-ce pas ? Vous y connaissiez quelque chose ou vous avez appris ? J'ai appris sur le tas. En fait, j'ai appris, à la base, j'arrive avec ce projet-là et 5 méthodes dans ma boîte à outils. Que vous aviez été chercher où et que vous aviez appris comment ? Dans cet écosystème start-up-là, justement. D'accord. En fait, j'étais allée voir, on en parlera dans la deuxième partie, mais beaucoup d'associations. J'ai fait des start-up week-ends, etc. Je me suis dit, mais ces méthodes-là, il faut les mettre dans l'entreprise classique et traditionnelle. Donc vous avez pris vos 5 préférés et vous êtes rentré dans votre entreprise. J'ai fait une petite tambouille pour que ce soit facilement applicable dans une entreprise classique et sur un temps de 2 heures. Voilà. D'accord. Et en fait, je lui ai proposé de mettre en place ce laboratoire où tous les 15 jours, tous les collaborateurs pouvaient proposer soit un potentiel d'innovation à creuser, soit un problème à résoudre, ce qu'on appelait un challenge. C'est plus sympa qu'un problème. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème, il n'y a que des mystères à explorer. Donc, un challenge proposé par un collaborateur tous les 15 jours. Et où en fait tous les volontaires collaborateurs pouvaient venir le vendredi de 9h à 11h, donc sur le temps de travail, résoudre avec lui ce challenge et en fait en découler des projets, soit des projets, on a pu développer des nouveaux produits, ou alors tout simplement mettre en place des dysfonctionnements. Résoudre des dysfonctionnements, améliorer un process et faire en fait de l'amélioration continue, pas à pas, mais tous ensemble. D'accord. Donc ça a super bien marché. Oui. Ça a duré 1 an et demi et moi je consacrais à peu près entre 20 et 30% de mon temps de travail, donc je restais un responsable éditorial, mais 20 et 30% de mon temps de travail à ce projet-là. Et en fait à un moment je me suis dit qu'il fallait que je le fasse dans plein d'autres boîtes et qu'on avait vraiment un impact sur l'engagement des gens au travail. Et en fait quand un business a un impact social, sociétal. C'est très difficile d'y résister. Exactement. Déjà, c'est très difficile d'y résister, mais en plus, on s'inscrit justement dans le modèle qui s'appelle l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat du changement. Donc j'entends que vous avez quitté l'édition pour un oui cette fois-ci. Pour un vrai oui. Même pour plein de oui. Qu'est-ce que vous avez appris de ces 2 transitions qui étaient très différentes l'une de l'autre ? Alors... j'ai appris déjà Ou est-ce qu'elles étaient en fait si différentes l'une de l'autre ? En fait, oui, elles étaient différentes. Elles étaient différentes parce que j'avais pas la même maturité dans la transition. Ou dans le fait d'en faire ? Exactement, dans le fait. Exactement. C'est-à-dire que j'avais beaucoup moins peur
La deuxième fois. La deuxième fois. Donc si vous le faisiez une troisième, ça serait encore plus simple. Je pense, ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai appris. Aujourd'hui, j'écoute mes besoins, là où j'ai envie de me développer. Clairement, peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, j'aurai de nouveaux besoins et je devrais encore amorcer une nouvelle transition, mais ce sera encore que du bonheur et des opportunités. Voilà. Maintenant, Alexandra, je voudrais vous poser quelques questions qui sont, à mon avis, très importantes pour nos auditeurs. Vous m'avez dit que vous vous étiez formée, que vous aviez été chercher auprès de formations gratuites ou auprès d'associations différents outils que vous vous êtes ensuite appropriés pour les mettre à disposition de votre employeur de l'époque. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces formations, qu'est-ce que vous en avez retenu, quelles sont les meilleures à votre avis et qu'est-ce qui serait éventuellement intéressant de partager? Alors en fait, moi, on va dire qu'il y a 3 sources. Les MOOC. Donc les MOOC, c'est des formations gratuites en ligne accessibles. Alors, il y a beaucoup de plateformes. Moi, j'en ai fait plusieurs sur les sujets de l'innovation collaborative et du design thinking. Le design thinking, c'est la façon dont les designers pensent pour innover. Et donc ça, c'est applicable dans d'autres domaines. Complètement. Voilà. C'est ce que j'entends. C'est ce que je fais aujourd'hui. Le design thinking, l'agilité et le lean startup, donc c'est les façons dont les startups travaillent pour développer leur business model. Ces sujets-là, il y a énormément de MOOC qui y sont consacrés. Donc elles sont gratuites ou quasiment? Voilà, ils sont gratuits ou quasiment. Vous pouvez aussi payer pour avoir une certification. Oui. Mais c'est 50 € ou 50 $, voilà, ou 200 $ maximum. Exactement. Ou alors, vous pouvez carrément être tutoré. Là, c'est plutôt 500 €, mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez être complètement, et moi, c'était mon besoin à ce moment-là, libre dans l'apprentissage, vous pouvez le faire de façon gratuite. Et donc, vous l'avez fait en plus de vos horaires de travail? Bien sûr. Et donc ça il faut... C'était votre volonté de prendre votre destin en main, de vous auto-former? Complètement. Et puis, en fait, c'est ce que je disais, j'avais envie d'apprendre, donc c'était pas une contrainte. Enfin, au contraire. Donc moi, j'ai fait en design thinking, j'ai fait le MOOC IDEA. C'est un MOOC qui est fait par Centrale et Polytechnique. Ah oui, quand même. Voilà. Mais aussi, il y a plein de MOOC d'initiation. Donc, il y a plusieurs plateformes. Il y a Fun, il y a Youno. Ça, c'est les plus connus et c'est ceux où, en fait, la banque de MOOC est la plus importante. Et peut-être la plus à jour et la plus jeune. Complètement. Oui, la plus jeune. Et puis vous avez le choix, en fait. Voilà, les programmes sont très clairs et tout ça. Sur les sujets de l'intelligence collective, parce que j'ai mis un peu d'intelligence collective dans ma méthode. C'est ce que j'avais entendu dans la première partie. Oui. Voilà. Alors moi, je me suis formée au sein de l'association Make Sense. Make Sense, c'est une association qui accompagne les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à, en clair, transformer leurs idées en business model viable. D'accord. Avec un format de pitch et de mentoring, j'imagine. Oui, en fait, c'est un workshop qui est fondé sur des méthodes qui s'appellent le Creative Solving Problem et le Design Thinking. Ils ont un peu mixé ça. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup de hold-up. Ils appellent ça des hold-up. Vous étiez quoi? Vous interveniez dans quelle position? En fait, j'ai aidé... c'était des start-upers qui disaient, voilà, moi, je veux créer une cantine mobile avec des sans-abri. Oui. Comment je le fais et donc, j'étais là pour donner des idées. En fait, j'ai accompagné des startups. Donc, vous étiez accompagnateur et vous avez appris la méthode en accompagnant. Exactement. Donc, vous vous êtes formé à la fois sur le tas dans ce type d'association et en ligne. Donc, vous aviez et la théorie et la pratique. Complètement. En fait, c'est par l'expérience que j'ai appris. En fait, beaucoup aussi. Oui, mais j'imagine une start-up, c'est pas quelque chose de très théorique. Voilà. Donc, ou alors je me trompe de métier. Non, exactement. Donc, au-delà de la théorie, même s'il faut se plonger dedans, notamment sur tous les sujets de coaching, de psychologie de l'engagement, là, je me suis vraiment plongée dans les bouquins. Mais sur toutes les méthodes d'innovation, on apprend en faisant.
D'accord. Voilà. Donc vous m'avez parlé de Make Sense. Make Sense. Vous avez eu d'autres choses auxquelles vous avez participé qui seraient intéressantes? Bien sûr. Tous les Startup Weekends, alors vous tapez sur Google, il y a plein de Startup Weekends qui sont organisés par thématique. Moi, j'allais sur les sujets en fait, qui me parlaient, donc l'éducation, les transitions professionnelles, l'innovation. Et là où, en fait, où je pouvais aussi avoir un intérêt. En fait, bien sûr. Quelque chose qui vous nourrissait. Voilà. Parce que n'oublions pas, c'était encore sur votre temps libre. C'était tout à fait. Donc le soir, c'était les MOOC et le week-end, c'était plutôt les associations, c'est ça? Oui, exactement. Alors, Make Sense, c'est aussi le soir. Donc, voilà. Pour l'intelligence collective, il y a aussi Formapart, l'Université du No, qui forme aux méthodes d'intelligence collective. Et puis après, il y avait aussi les livres. Bien sûr. Voilà, ne les oublions pas. Parce qu'il ne faut pas les oublier. Ça permet de bien poser aussi l'apprentissage. Donc voilà comment j'ai eu... et ça, c'est indispensable, en fait. En tout cas, pour moi, ça a été indispensable dans les transitions. Parce que quand on teste plein de choses, on voit aussi les domaines qui résonnent en nous, d'autres qui résonnent moins. On travaille avec des gens avec qui on a... un fit ou pas. Voilà, tout à fait. Et envie de travailler ou pas. On comprend les milieux. Et ce moment expérientiel, il est vraiment important dans la transition. En tout cas, il l'a été vraiment pour moi. Pourquoi est-ce que vous avez privilégié ce type d'apprentissage assez autodidacte par rapport à une formation, un mode de formation plus, je dirais, académique, tel qu'un MBA, tel qu'un master spécialisé ou d'autres choses du genre? Qu'est-ce qui a poussé ce choix? Parce qu'en fait, déjà, j'étais en poste et j'avais pas encore pris la décision. Envie d'arrêter pour faire un FONGETIF ou autre chose du genre. Complètement. En plus, j'étais heureuse dans ce travail-là. Ces formations nourrissaient mon projet d'entrepreneuriat. Donc, et surtout m'apporter la flexibilité. Vous appreniez la veille et vous faisiez la formation le lendemain. C'était un peu ça. Vous appreniez le week-end et vous faisiez le lundi. Voilà, j'apprenais le week-end et je faisais la mise en action. En fait, à partir du moment où j'ai appris, on va dire, 5 ou 6 méthodes, j'en ai fait vite une synthèse interne et quelque chose d'adapté à l'entreprise classique. D'accord. Donc voilà. Et surtout, la flexibilité, en fait. La liberté d'apprendre quand je veux, ce que je veux et où je veux. Voilà. D'accord. Ce qui n'est pas permis par un enseignement académique classique. Aujourd'hui, vous êtes dans un programme qui s'appelle Ticket for Change pour valider votre projet en cours. Tout à fait. Comment vous avez fait ce choix et qu'est-ce qu'il vous apporte ? Alors, Ticket for Change, déjà, c'est un accélérateur de projets d'entrepreneurs du changement. Donc, un entrepreneur du changement, c'est ce que je vous disais, c'est un business qui a un impact social-sociétal. D'accord. Pour des business ayant un impact social et sociétal. Exactement. D'accord. Donc, exclusivement. Exclusivement. L'idée, c'est vraiment d'avoir un business model viable tout en ayant un impact. D'accord. Alors là, en tout cas, moi, ce qui peut apparaître comme compliqué souvent. Exactement, mais qui est en fait génial. Bien sûr, qui est l'avenir de l'entreprise. C'est difficile à concevoir au départ. Une fois qu'on comprend comment ça marche, ça devient évident. Complètement. Oui. Et en fait, quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on se rend compte que toutes les entreprises pourraient être un petit peu... sociales et solidaires. Exactement. Bien sûr, ou au moins avoir un impact. Avoir un impact. Ou une partie de leur activité qui aurait un impact. Exactement. Et puis dans son management, dans la gestion des déchets, dans sa relation à son écosystème, en fait, on peut changer aussi de l'intérieur sans nécessairement changer son business model. Voilà, bien complètement. Donc, ce qui m'a intéressée, en fait, c'est le format. C'est-à-dire qu'on part pendant 10 jours avec 50 entrepreneurs du changement en bus, faire le tour de France. Un road trip. Exactement. Donc, notre business model est accéléré, on est formé, etc. tous les jours, mais on rencontre des mentors, des pionniers. Mais on est aussi avec 50 entrepreneurs, certains qui s'attaquent à l'alimentation, d'autres à l'éducation, à la réinsertion, avec plein de projets qui fourmillent. Donc, vous vous nourrissez de l'écosystème. On D'accord. se nourrit de l'écosystème et surtout on se soutient entre nous. On est une promotion. Donc on part pendant 10 jours et ensuite on est accéléré et formé à distance pendant 6 mois. Donc c'est ça aussi qui m'a intéressée. C'est qu'en fait on retrouve la flexibilité. Comme moi j'avais déjà des idées de clients, etc. Je pouvais tout de suite commencer et en même temps accélérer mon business model.
Donc, comment voyez-vous votre activité slasher de demain? Donc demain, déjà aujourd'hui... Vous étiez déjà slasheuse dans l'édition, mais je pense que ça va empirer là. Là, complètement. Déjà, en fait, je suis partie. Aujourd'hui, je suis plus, Bien sûr. Je suis plus journaliste. Oui. Je me consacre complètement au développement de mon activité. Donc aujourd'hui, j'accompagne les entreprises à partager l'innovation avec leurs collaborateurs pour réengager et libérer les potentiels. Et vous en avez fait un métier. Et j'en ai fait un métier, le mien. Je coach aussi des personnes où les sujets de désengagement en fait, ne doivent pas être traités en abordant les causes internes à l'entreprise, mais en fait les causes internes à l'individu. Et je crée aussi des programmes d'innovation collaborative dans les écoles. Pour changer les mindsets dès les premières formations. Voilà. Donc c'est ça que je suis en train de construire. Je pense que ça va durer encore un petit bout de temps. Et puis je reviendrai peut-être la prochaine fois pour nous raconter où vous en êtes. Voilà, pour vous raconter ma prochaine transition. Alexandra, je vous remercie pour ce moment d'échange. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain.